Peut-être, du coup, deux, trois commentaires un peu généraux pour essayer à la fois de rebondir sur la table ronde et sur la matinée. Euh, Peut-être point de départ, on est dans le champ de la santé, dans un champ très particulier de la vie sociale. Et c'est un champ particulier parce que c'est sans doute un des rares champs de la vie sociale où la liberté n'est pas le principe et l'interdiction l'exception. Parce qu'on est dans un champ de prise en charge de patients, parce qu'il y a des risques inhérents à l'activité médicale, il y a un niveau de normes, de cadrage qui est extrêmement important. Et donc je voudrais juste commencer en repartant d'un bon vieux principe qui est le primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et je le fais volontairement parce que ce principe, qui se trouve dans les textes hippocratiques, a été reformulé au début du XIXe siècle par un médecin qui s'appelle Chomel, qui était médecin ici. Donc je le fais pour faire des effets de continuité. Donc il a été reformulé par un médecin français comme un des principes fondamentaux de l'activité médicale. Et je le fais aussi volontairement en disant il y a une dimension inhérente à la prise en charge de patients qui est le fait qu'on se donne d'abord comme objectif de ne pas aggraver la situation. Et puis si on peut faire mieux, on fait mieux. Et cette orientation-là, elle est présente dans tous nos discours depuis le début, avec cette espèce de tendance naturelle dans ce champ particulier de la vie humaine à surpondérer le risque pour de bonnes raisons. Je redis aussi quand même que c'est, en guillemets, dérogatoire, que dans notre vie collective, on est plutôt dans la situation opposée, et tant mieux d'ailleurs. J'évoquais Chomel. Chomel, c'était l'élève de Laennec. Et Laennec, c'est l'homme qui a inventé le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est 3 fois rien. C'est sans doute un des facteurs de progrès médicaux les plus considérables, et ça a permis d'avoir accès à la sémiologie pulmonaire. À un moment, on n'avait rien. Et on a fait, ce faisant, avec un instrument, des progrès dans le champ de la compréhension, de la prise en charge des patients absolument considérables. On est passé d'une époque où fondamentalement on collait son oreille à la poitrine du patient, à une époque où on a eu un instrument qui a permis de commencer à décomposer, à comprendre des choses qui n'existaient pas. Et la médecine, c'est ça quand même en partie. C'est d'aller au-delà de la relation normale, non instrumentée, avec un patient physique en face de soi. C'est avoir accès à un ensemble de choses plus complexes, plus techniques, mais y avoir accès. Et ce faisant, se voir ouvert une capacité à intervenir et à soigner. Et je le dis parce que je pense que dans notre réflexion globale, il faut en permanence faire la balance entre ces deux aspects-là. Donc, ok pour le primum non nocere, mais ne jamais oublier aussi que l'histoire de la médecine, c'est l'histoire du développement d'outils et d'instruments qui ont permis de soigner, de comprendre et de soigner ce qu'on ne comprenait pas, ce qu'on ne soignait pas. Et les révolutions médicales sont très largement des révolutions technologiques. Et quand on dit ça, encore une fois, je reviens à mon point de départ, ça a conduit à être capable de faire des choses, de soigner des choses qu'on ne savait pas soigner. Et par ailleurs, l'histoire de la médecine est du coup l'histoire de révolutions technologiques successives, et les avoir vécues, les avoir traversées, c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans la situation où nous sommes. Voilà. Mais on ne peut pas ne pas faire comme si la technique ne faisait pas partie intégrante de l'art médical. Et on ne peut pas faire comme si la technique n'était pas ce qui était assez largement, ou en partie, le cœur de ce qui permet à la médecine d'être efficace. Je pense qu'il y a un souhait collectif social que la médecine le soit. Donc ça, c'est mon point de départ. Cette balance-là, elle est pour moi absolument fondamentale, et il faut la garder en tête dans les moments qu'on vit aujourd'hui. Deuxième grand type de commentaire, puisque j'ai cette balance, on vit aujourd'hui un moment de transition. Et je pense qu'on l'a bien senti, c'est-à-dire qu'on vit une transition technologique qui pose un nombre absolument considérable de questions, et c'est parfaitement normal. Et par ailleurs, il est heureux qu'on se les pose. Une partie de ces questions vont disparaître d'elles-mêmes. Une partie des questions qu'on pose aujourd'hui sont des questions qu'on ne posera plus dans 5 ou 10 ans, vous l'avez très bien dit d'ailleurs. Je prends toujours le même exemple, moi, qui est de dire, quand on est aujourd'hui dans l'angoisse de l'IA fiable, pas fiable, ce qui est une angoisse raisonnable, légitime et qu'il faut avoir, qui est que je pense qu'aucun d'entre vous, là tu prenais l'exemple de Claude ce matin, aucun d'entre vous, lorsqu'il va faire son examen d'IRM ou son scanner, ne vérifie que le bateau s'est bien calibré, 2, ne cherche à comprendre comment fonctionne dans le détail un IRM ou un scanner, parce qu'on a là des outils technologiques qui ont fini par atteindre un degré de maturité important, avec un niveau de fiabilité qui est élevé, avec des processus qui sont organisés. Par ailleurs, une partie des radiologues, je pense, ne peut pas aller réparer soi-même son IRM, et c'est pas dramatique en soi, on a déjà vécu des choses comme ça. Et donc on vit une transition, et dans cette phase de transition, il y a plusieurs types de sujets qui se posent.
et qu'il faut, pour moi, un peu distinguer. Le champ de la santé, c'est 3 choses. C'est un univers où il y a des objets techniques, c'est une industrie, et c'est des professions réglementées particulières. Je commence par la technique, par les outils. Par définition, il y a la fiabilité progressive d'un outil technologique se construit au fur et à mesure du développement d'un outil. Entre le premier stéthoscope et le stétho d'aujourd'hui, il y a un écart. Entre les premiers protos d'IRM et l'IRM d'aujourd'hui, il y a un écart. Entre l'IA qu'on connaît aujourd'hui et celle qu'on verra dans 5 ans, il y a un écart. Et l'histoire, au fond, des objets technologiques, c'est l'histoire d'une fiabilité grandissante. C'est l'histoire d'une manière dont, progressivement, on arrive à améliorer, fiabiliser, définir des normes professionnelles, techniques, qui permettent d'avoir le plus haut niveau possible de confiance dans l'outil, en tant qu'outil. On est dans ce cadre-là, pas dans le champ de l'éthique pour dessous. On n'est pas non plus vraiment dans le champ d'une norme sociale classique, même si on a du normage professionnel. Mais en tout cas, on est sur un stade de définition de standard, le standard technologique, le standard de pratique. Et on voit bien que cet univers-là, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, est un univers qui va se développer. Et je pense que dans cet univers-là, certaines questions vont s'éteindre ou devenir des questions bien établies. Typiquement, une fois qu'on aura atteint un niveau de fiabilité, de compréhension relativement avancé des outils d'IA et qu'on comprendra ce qu'ils font précisément, on pourra y compris avoir des raisonnements sur des bons usages, des mauvais usages, couvrir des risques quand il y a des risques sociaux inhérents à l'usage d'une technologie qui globalement produit des effets positifs, et on pourra peut-être traiter les éventuels cas ou erreurs liés à l'IA de la même manière qu'on va traiter certains types d'effets secondaires ou des accidents médicaux dans les prises en charge. Et je pense qu'il y a un point d'ailleurs qui est important, qui est en permanence quand on réfléchit à ces sujets-là, à la fois de ne pas sous-estimer la nouveauté des sujets, mais de ne pas aussi oublier qu'il y a des questions qu'on a traitées, qu'on a construites intellectuellement depuis longtemps pour gérer des sujets. Et typiquement, encore une fois, la question des effets secondaires du médicament est une question qui est importante, compliquée, qui a été traitée, réfléchie, structurée. Mais les techniques. 2, l'industrie de santé. Dans le champ de l'industrie de santé, on est sur un champ où on va, pour le coup, alors je vais simplifier à l'extrême, mais c'est pas totalement correct sur le plan juridique, donc je passe le contrôle de ma voisine, mais on est dans un univers où on essaie de faire 2 choses. On essaie de normer à l'échelle globale le fonctionnement d'une industrie ou d'un marché. Okay, et 2, par ailleurs, on est dans un champ où on a affaire à un consommateur, en tout cas à une personne, qui face à un professionnel, et notamment un professionnel qui produit des dispositifs ou autres, doit être protégé parce qu'il n'est pas de taille, on va le dire comme ça. Et là, on arrive sur un univers où on va essayer de définir des normes, des standards généraux. On est au croisement de la loi et de l'éthique, parce qu'une partie du travail que vous faites à la DNS consiste à essayer de définir des règles de base applicables à des règles de production ou d'exploitation de produits pour des raisons qui sont la protection des intérêts sociaux. Ça, c'est un univers de normalisation collective sur les modalités d'usage d'un produit, d'une techno dans une société. C'est un univers qui est important. Je pense que là-dessus, on est côté français plutôt en avance. Et encore une fois, on est là au croisement du droit en général et parfois de l'éthique dans le droit, au sens où on veut empêcher que des pratiques qui nuisent à autrui puissent être autorisées de base. Voilà. Donc c'est un deuxième grand univers. Puis troisième univers, on est sur une profession réglementée et sur un univers dans lequel il y a une relation particulière entre quelqu'un qui est un soignant et un soigné. Et là, on va avoir, outre toutes les normes professionnelles, des éléments d'éthique ou de déontologie, et on va retrouver de la relation individuelle. Et on va retrouver des questions, où on va avoir des questions d'éthique, y compris dans la relation entre un individu qui est un docteur ou un soignant et un soigné. Ce que je voudrais souligner en faisant ce départage en 3, c'est de dire que ces questions existent indépendamment les unes des autres. Parfois elles se croisent, mais il ne faut pas les confondre. Pour moi, la question de la fiabilité est d'abord une question d'ordre technique. Et une fois qu'elle commence à être un peu documentée et réglée, alors on peut se poser la question de savoir ce qu'on fait à l'échelle industrielle, et on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure l'individu qui fait usage de la technique se trouve mis en difficulté ou pas, crée un dommage ou pas. Et donc il faut arriver un peu à les distinguer et les hiérarchiser. De la même manière, je pense qu'on a parfaitement le droit de dire et de faire comme le fait la France aujourd'hui, d'avoir une préoccupation éthique dans le cadre normatif applicable à une industrie, de dire que pour nous, une industrie de santé n'est pas une industrie comme les autres, de dire qu'on veut protéger le consommateur, de dire qu'on veut protéger le patient, et donc interdire de base à des producteurs de faire certaines choses. Et ça fait partie, ça pour le coup c'est une voie assez française et assez européenne, versus des régimes étrangers un peu différents, et c'est un deuxième niveau.
Troisième niveau par lequel je voudrais essayer de commencer à conclure, pour rassurer ceux qui s'agitent, qui ont chaud et qui ont bien raison. Le troisième niveau, qui est le niveau de la relation, le niveau de la mise en œuvre de la technologie dans une relation avec un soignant. Je dis ça juste pour dire, avoir fait de la norme générale n'épuise pas la question de l'éthique. Et par ailleurs, il y a un univers de questions éthiques qui sont devant nous, qui sont celles qui ont été formulées aussi bien par Claude que monsieur, qui sont des questions de transformation de la relation de soins, de l'interaction entre un patient et un médecin, un soignant, qui sont en train d'émerger, avec des impacts sur la relation qui sont des impacts intéressants et compliqués, et où là, on a un univers de sujets qui sont devant nous, et l'une des choses qu'il faut réussir à faire, c'est à observer, à travailler, à réfléchir, à essayer de progressivement construire intellectuellement des catégories, des diagnostics qui soient justes, pour à la fin des fins, s'en remettre aussi à la capacité individuelle à exercer le bon comportement. On va être dans un univers qui n'est plus forcément un univers de normes sanctionnées, mais sur un univers où se mêle la norme professionnelle et le comportement individuel. Mais ce troisième univers est devant nous, et on n'y voit pas encore totalement clair, parce que, oui, voilà, parce qu'encore une fois, on est au début de ce cheminement et c'est normal. Je terminerai par juste une réflexion d'ordre général sur la question du numérique, de la santé, de l'accès aux soins, de la déshumanisation, etc. Juste pour vous dire comment, en tout cas moi à titre personnel, et là avec ma casquette un peu en charge de l'innovation assistance publique, comment je prends ces sujets-là. Moi, mon constat de base aujourd'hui, il est de dire qu'on voit que devant nous, il y a une situation où il va se passer deux choses. D'une part, la demande de soins va continuer à progresser de plus en plus fortement. Parce que le vieillissement de la population, parce que l'essor des maladies chroniques, etc. etc. Et surtout d'ailleurs, au moins pour le vieillissement de la population, de bonnes nouvelles. On voit aussi que l'offre de soins, elle est aujourd'hui confrontée à des tensions considérables. Et que notamment, ce qui aujourd'hui explique la tension du système hospitalier et du système de santé, c'est la difficulté non seulement pas simplement de pouvoir recruter plus de soignants, mais c'est de garder déjà ceux qu'on a. Pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais on voit bien qu'à court terme, réussir à avoir infiniment plus de médecins et d'infirmières n'est pas possible, pour l'instant. Et donc on voit qu'on a devant nous une situation où la demande va augmenter et où l'offre va être au mieux à peu près flat. Voilà, premier commentaire. Deuxième commentaire, dans le fonctionnement actuel de ce système, qui repose sur le face-à-face humain entre un soignant et un patient. Ce système a plein de qualités, il y a aussi plein de défauts, qui ont été d'ailleurs décrits par les uns et par les autres. Aujourd'hui, il n'y a au fond du soin que quand vous arrivez à provoquer la rencontre circonstancielle de deux personnes dans une pièce. Ce qui est un modèle à la fois très riche et un modèle extrêmement discontinu, qui est un modèle qui a aussi plein de fragilités et plein de faiblesses. La première d'entre elles étant qu'il y a des choses que le patient ne comprend pas, n'entend pas, qu'il doit pouvoir progressivement processer et digérer. Il y a un effet qui est juste qu'on sort du cabinet et des choses qui disparaissent. Bref, c'est un modèle qui est fragile en fait. C'est un modèle historiquement situé d'accès à l'expertise physique. Ce qui se passe aujourd'hui, à savoir ouvrir la possibilité éventuelle de réfléchir à une relation de soins qui, pour le coup, s'inscrit dans une forme de continuité, dans une combinaison entre du virtuel et du physique, des choses comme ça ouvre un univers de possibilités qui sont, honnêtement, au regard de ces fragilités-là, absolument considérables. Et donc, de mon point de vue quand même, dans un univers où aujourd'hui on est confronté en permanence aux bornes physiques du soin, l'existence d'un univers de technologie numérique permettant éventuellement d'imaginer de faire des choses qu'on ne savait pas faire hier, et d'inscrire dans une forme de continuité de durée cette relation, c'est plutôt une perspective intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'embrasser avec un enthousiasme fou et se faire soigner demain par une IA inventée par deux jeunes ingénieurs dans le garage, on est d'accord. Mais pour autant, ça ouvre des perspectives intéressantes dans un moment de tension très fort. Et au passage, la perspective n'est jamais le remplacement de quiconque par quiconque. Et ça, c'est juste par ça que je voudrais terminer, de dire, autour de ces questions d'innovation-là, on est en permanence en train de se demander dans quelle mesure l'outil ne va pas remplacer l'homme. Et c'est une manière normale et naturelle de réfléchir. Mais à la fin des fins, ce qui est intéressant dans l'innovation, et en gros, qui s'est à peu près vérifié dans toutes les révolutions industrielles précédentes, c'est que ce qui est le plus intéressant dans l'innovation, c'est ce qu'elle permet de faire qu'on ne faisait pas déjà avant. Et c'est l'univers des choses nouvelles qui apparaissent. Et donc, je pense qu'il faut garder ça en tête aussi, c'est-à-dire garder cette espèce de projection vers le fait qu'on va voir émerger des pratiques médicales et sanitaires nouvelles. On va avoir une relation à santé nouvelle qui va émerger. Et rester là, et avoir ça en tête et le regarder,
me paraît aussi important que de réfléchir à ce dont on pourrait éventuellement être privé, et puis évidemment au risque associé aux nouvelles technologies. Merci, je pense que tout le monde peut se applaudir tout à fait, malheureusement.